Bonsoir. Donc du coup pour cette deuxième présentation, donc je vais parler. En fait, je voulais reprendre une conférence qui a déjà été faite par quelqu'un en 2014 dans un truc en Bulgarie ou je sais pas où, et qui m'avait vraiment marqué, et qui a changé un petit peu la manière dont j'appréhende le code aujourd'hui. Et donc je voulais essayer de vous faire partager ça en le changeant à ma sauce. Donc ça parlera un peu d'outils, du code et tout ça, mais c'est des concepts et des pratiques qui sont applicables à plein de choses, pas forcément avec les outils qui seront évoqués, pas forcément en JavaScript. Il y a ces paradigmes-là en Scala, en Java, en Python, voilà. Donc c'est juste voilà, présenter une nouvelle manière, enfin une autre manière, mais d'apprendre les problèmes. Donc aujourd'hui en 2015, voilà un peu tous les mots là, ça rentre même pas tellement il y en a, qui sont à la mode actuellement. On entend ES6, ES 2015, 2016, isomorphique universel, unidirectional data flow, FRP, les données immutables, le virtual DOM, les shadow DOM maintenant, les curseurs, etc. Voilà, donc ça c'est plein de concepts qu'on va aborder aujourd'hui, mais sans dire ces mots barbares. C'est exactement la même chose et en fait, ça c'est des choses qui existent aussi quand même depuis déjà quelques années sous d'autres noms, CQRL, Event Sourcing, etc. Voilà, qui sont un peu rapatriés d'année en année. Du coup, là, moi, je vous propose de partir d'un truc qu'on connaît un peu tous, c'est une conversation entre des gens. Et à partir de là, on va essayer d'évoluer. Donc, comme dans toute conversation, il y a Alice et Bob. Donc, on va dire Alice qui dit « Salut Bob, tu vas à Toulouse.js ?»« Ah ouais, bien sûr, il y a un truc sur jQuery et tout ça, c'est trop bien. » Ah bon, on se verra là-bas, ok, c'est cool, tout ça. Voilà. Donc là, il y a Alice qui a dit deux phrases, Bob qui en a dit une, Alice a répondu, etc. Ah oui, j'ai préparé les slides hier soir, donc vous allez admirer ce magnifique talent graphisme. Je pensais pouvoir utiliser un petit outil, mais en fait ça va être de l'ASCII art pour l'aspect illustration. Donc voilà un peu la discussion d'avant, en mode, voilà, sur un axe de temps, avec l'axe de temps de Alice et l'axe de temps de Bob. Donc voilà, Alice a commencé à dire salut Bob, ça va, JS, machin, jQuery, voilà. Voilà un peu comment ça se passe. Ça c'est une première notation qu'on va réutiliser pour décrire les événements dans le temps. On a une deuxième du coup, un deuxième moyen de représenter cette discussion, c'est en prenant les personnes et les moyens d'interaction entre eux. Donc il y a Alice qui a utilisé sa voix pour dire un truc, et Bob a utilisé ses oreilles pour entendre. Il a analysé, il a redit un truc avec sa voix, que Alice a entendu, et là, on voit que tout ça, ça fait une jolie boucle qui est symétrique. C'est-à-dire que les entrées d'un côté sont les sorties de l'autre, et vice-versa. En fait, ça, on voit la notion de symétrie, et là on parle d'une conversation entre deux personnes, mais en fait, si on se pose la question de qu'est-ce qu'un REPL, le qu'on a plus l'habitude d'utiliser, on le voyait avant, en fait, on peut voir ça comme une discussion entre un utilisateur et une machine. C'est symétrique, etc. Voilà. Si on reprend le même graphe, admettons qu'Alice elle ne parle plus avec Bob, avec son REPL favori, elle n'utilise plus sa voix, son clavier. Le REPL, lui, il a le std-in et ça marche très bien. Il analyse des choses, il fait des trucs. Il envoie un std-out et Alice, elle lit sur son écran le résultat et elle est contente, elle continue à discuter. Voilà. Donc c'est exactement le même principe. C'est symétrique, c'est cyclique. Et donc si on extrapole à ce qu'on fait un petit peu au quotidien, j'imagine pour tous, dans une interface web plus générale, c'est pas forcément qu'un REPL, on peut en résumé détecter toutes ces particularités. C'est-à-dire qu'une interface web c'est cyclique, il y a vraiment un flux d'interaction. C'est une fonction, ça c'est un peu nouveau mais c'est la boîte qu'on voyait, donc il y a la sortie, c'est la fonction interface des entrées que l'on va recevoir. C'est asynchrone, à la différence d'un REPL par exemple, mais plus comme une discussion entre deux personnes. Il peut y avoir de l'attente, etc. Si on prend un autocomplete, on comprend bien ce que c'est. Et c'est symétrique. Et en fait, c'est bien parce que, c'est ce qu'on a vu, l'utilisateur aussi, il a exactement ces mêmes particularités. Si jamais il y a des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Comme ça, peut-être voilà. REPL, je pense, peut-être pas tout le monde. REPL, c'est Read Eval Print Loop, c'est-à-dire que c'est un logiciel dans lequel on donne une info et il renvoie directement un résultat. Par exemple, Chrome, la console de Chrome, c'est exactement ça. On fait
x plus 2, ça veut dire bah, x n'existe pas. On va faire var x égale 4, ça veut dire ok, et on fait x plus 2, ça veut dire ça fait 6, voilà, en temps réel. Donc maintenant, partant de ce constat-là, on va partir de l'autre côté, donc d'où le titre de cette présentation. Et si l'utilisateur était une fonction JavaScript de plus belle qualité, qui s'appelle user. D'après tout ce qu'on a vu, cette fonction, elle a des entrées, des sorties, et au milieu, elle fait des trucs. On va essayer de voir comment on pourrait l'implémenter. Alors d'abord, dans le cadre d'une interface web. Donc, d'abord, un utilisateur, dans le cadre d'une interface web, comment il va communiquer avec nous? Ça va être avec un événement du DOM, un clic, etc. Alors là, commence la première problématique. C'est dans le cadre d'un utilisateur. Tout à l'heure, on a vu Alice, elle disait plusieurs mots. Est-ce qu'il y a un événement de DOM? Est-ce qu'il y a plusieurs événements de DOM? Ou est-ce qu'il y a un tableau d'événements de DOM avec plusieurs? Là-dessus, en fait, aucun de ça n'a vraiment une réponse. Parce qu'il y a une notion, comme on l'a vu au tout début, une notion de temps. C'est asynchrone. Et donc, il va y avoir en fait une suite d'événements au fur et à mesure. Ça, pour tous ceux qui font du JavaScript, vous le connaissez avec tous les systèmes de callback qu'on va valider sur les événements. Donc ces infos-là, en fait, on va appeler ça un flux d'événements. Donc le DOM event, en fait, l'utilisateur va nous envoyer un flux d'événements en continu. Ça peut être du scroll, du clic, des choses comme ça. Donc ça, c'est les event streams. Et je vais faire un petit parallèle pour vous expliquer justement comment bien comprendre les event streams. Parce qu'en fait, c'est tout ce que vous connaissez au quotidien avec des tableaux, qui est transposé avec une notion de temps. Par exemple, un tableau, en fait, on va considérer ça comme une séquence dans l'espace. C'est-à-dire qu'un tableau, il peut avoir une dimension ou deux dimensions, mais en gros, vous pouvez le parcourir. Donc là, si on prend le tableau de 4-6, on va y appliquer une méthode de filtrage qui dit tu laisses passer que les trucs qui sont inférieurs à 5. Donc, à l'issue de cette étape-là, on va avoir 2 et 4, et après, on va le mapper pour faire un x2, donc on va transformer ce tableau pour avoir 4 et 8. Est-ce que là-dessus, tout le monde comprend? Voilà. Donc maintenant, en fait, un flux d'événements, c'est exactement la même chose, sauf qu'on retrouve mes beaux graphes dégueulasses. Donc il y a du temps, c'est-à-dire il y a un 2 qui arrive à un moment, il y a un 4 qui arrive à un moment, il y a un 6 qui arrive à un autre moment. Et là, on va avoir une action qui va dire, tu filtres et tu laisses passer que les x qui sont inférieurs à 5. Donc là, le premier, il va passer. Le deuxième, il va passer, mais le troisième, il ne va pas passer. Le troisième événement. Et donc, la résultante de ça, au même titre que tout à l'heure, on avait un nouveau tableau, on aura un nouveau flux d'événements qui n'aura que le 2 et le 4. Mais au même instant. Ben voilà. Pareil, si on applique un map, on va générer un nouveau flux, au lieu d'avoir un nouveau tableau, et ce flux d'événements, il y aura 4 et 8. Voilà. Là-dessus, si on veut reprendre l'exemple de notre discussion de départ, c'est exactement ce qui se passe si Alice et Bob sont sur énergie, ils font leur discussion, sauf qu'on rajoute un micro et un système de radiodiffusion et tout ce que vous voulez. Et du coup, vous, dans votre voiture, vous avez un flux énergie où en fait, sur un seul flux d'événements, vous avez la voix de Alice et la voix de Bob, la discussion, mais sur une seule dimension, en un seul endroit. C'est vraiment exactement le même type de fonctionnement. Voilà pour la fin de la parenthèse. Maintenant, on va revenir au vrai code. On va coder notre utilisateur. Donc on a vu ce qu'était un flux d'événements. Alors pour la suite de la présentation, je vais utiliser cette convention. C'est une notation qu'on appelle une notation hongroise. J'ai rajouté un vieux truc dégueulasse parce qu'on n'a pas de typage. Voilà. Donc en gros, quand on voit DOM event $, c'est un flux d'événements à travers le temps qui vont arriver. C'est exactement ce qu'on a illustré avant. Ça, il y a un truc qui risque d'arriver d'ici une ou deux années, je pense, dans JavaScript, avec ECMAScript 2016 ou 2017, à voir. C'est les observables, parce qu'il y a un très gros travail là-dessus, et c'est exactement ce même phénomène. C'est juste des valeurs qui arrivent au fur et à mesure du temps. Et en gros, un observable, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être une promesse, parce qu'au final, la promesse, elle va arriver à un instant donné. Ça peut être des clics, ça peut être énormément de choses. Et en fait, on va tout wrapper dans un seul type d'objet pour pouvoir manipuler plein de choses différentes de la même manière. Voilà. Donc, on a répondu à la première question. Notre utilisateur, en sortie, il a un flux d'événements du DOM qui va nous balancer dans la page. En entrée, c'est pareil.
lui, à quoi il réagit? Il réagit à votre interface qui peut évoluer de plein de manières. Donc il va avoir du DOM, voilà, un flux de DOM, de HTML. Voilà. Et pour le traiter, alors qu'est-ce qu'il va faire ce petit utilisateur? Il va, pour générer ces événements de DOM, il va partir du DOM normal que vous lui affichez. Ça va passer à travers sa fonction écran, enfin, l'écran sur lequel il regarde votre appli. Tout ça, ensuite, il va l'interpréter avec ses yeux. Ses yeux vont faire ressortir des signaux, j'en sais rien, moi, sur des signaux neuronaux qui vont être balancés au cerveau. Le cerveau, il va réfléchir, il va balancer des instructions aux mains, et les mains, elles vont faire des trucs sur le clavier et la souris. Et en sortie de ce clavier et de cette souris, vous allez avoir des événements de DOM. Voilà. Est-ce que là, tout le monde suit? Alors en vrai, s'il y a des puristes dans la salle, c'est pas vraiment un map, c'est un flat map. Parce que tout à l'heure, pour le cas d'un tableau, quand on faisait un map, on avait un tableau et on récupérait un tableau en sortie. Dans le cas du cerveau, par exemple, il va avoir une image des yeux, mais il va peut-être balancer plein d'instructions en sortie. C'est-à-dire on va changer le nombre, le nombre de choses. Donc d'après une image d'un cerveau, on va peut-être avoir 15 instructions qui vont ressortir, à des moments un peu différents aussi, vu qu'on est dans la notion de temps, pour les mains, etc. Voilà. Donc c'est juste la différence. Pour simplifier, c'est un map et puis tout ça. Voilà, vous avez fait votre premier programme de programmation réactive fonctionnelle avec un flux unidirectionnel de données, des datas immutables, parce qu'on a une super constante en ECMAScript 2015. Et voilà, donc là il y a la moitié déjà des mots-clés, c'est bon, youpi, vous pouvez cocher. Vous mettez ça sur votre CV, vous avez un job chez Capgemini. Alors, maintenant, on a vu que tout ça c'était symétrique. Donc on va revenir un petit peu dans notre appli web et on va dire, ok, l'utilisateur, on sait ce qu'il a en entrée, ce qu'il a en sortie, on a vu à peu près comment ça marchait à l'intérieur, pas de problème. On va coder pour lui. Bon, si c'est symétrique, première étape, elle est fastoche, je vais faire une appli, ce qui est en sortie de l'autre, je le prends en entrée et vice versa. Donc en entrée, une application, ça prend un flux d'événements, du DOM, et en sortie, ça balance du DOM. Voilà, tout simplement du HTML, quoi. Mais du HTML, un flux de HTML, parce que ce HTML il va évoluer au fur et à mesure du temps. Donc, si on reprend ce qu'on avait fait en maths à l'école, en 6e, on va dire, voilà, on met les uns dans les autres, on remplace les variables et tout. On a donc un flux d'événements qui est égal à la fonction utilisateur appliquée à la fonction de l'application avec ce même flux d'événements en entrée. Voilà. C'est-à-dire que ça, en fait, en mathématiques, ça s'appelle un point fixe. Et en code, c'est pas super facile à coder parce que ça va nous dire, non, mais ta variable de event, elle n'existe pas. Ouais, mais je la définis, mais elle n'existe pas. Jusqu'à présent, ça s'est pas résolu. Et en fait, en vrai, c'est pas vraiment ça qui se passe. C'est qu'en fait, au niveau du code, on va arriver avec cette solution. C'est de dire, en fait, notre égalité, telle qu'elle était dans l'étape d'avant, c'est juste ça, telle qu'elle était ici, notre égalité, là, telle qu'on la comprend en tant que développeur, c'est une assignation. On va dire DOM-event égale ça à cet instant-là. En fait, il faut le voir plutôt comme une définition au sens mathématique du terme, comme voilà, le théorème de je sais pas quoi, il dit ça. Si vous voulez voir un truc un peu plus concret, imaginez Excel. Vous avez une case Excel, vous commencez par un égal, et vous dites cette case elle est égale à l'autre case x 4. Vous allez mettre à jour l'autre case, ça va se mettre à jour là. C'est pas une assignation à un instant T. Et c'est ça qu'on appelle un peu la programmation réactive. Moi je trouve que Excel c'est le meilleur exemple de programmation réactive. Ça c'est cool, vous pouvez le dire aussi au boulot, voilà, je fais de la programmation réactive dans Excel avec des additions, des chiffres et tout. Et c'est exactement le même concept. Donc la définition, enfin la signification du égal, il faut la comprendre un peu différemment. Et du coup, si on veut implémenter cette chose-là, on va avoir un truc dans le genre là, c'est-à-dire qu'on va créer un premier truc qui s'appelle DOM-event, qui est un flux de données. On va dire ça c'est un flux d'événements qui est vide de base. Et après, on va dire l'utilisateur, il est en fonction de l'application qui se prend ce flux d'événements. De base, il n'y aura rien dedans. Mais dès que l'utilisateur il fait quelque chose, voilà, avec un genre de listen, on va dire qu'on peut écouter ce qu'il fait, on va transmettre l'événement que fait l'utilisateur dans le bus du DOM-event
Et comme ça, on a une boucle qui est initiée et qui tourne à vie. Voilà. Parce que après, c'est un cercle virtueux ou ce que vous voulez. Est-ce que là-dessus, le concept est bon? Ça, c'est un peu de la plomberie. Là, c'est du pseudocode en vrai, avec des petits objets. Ça prend quelques lignes de code. Et donc, pour la suite, je vais partir sur ces trucs-là, dont vous avez peut-être entendu parler. RxJS, c'est l'implémentation, une implémentation en tout cas, d'une librairie réactive qui fournit des observables en JavaScript. C'est sous une organisation qui s'appelle ReactiveX, dans lequel il y a un Reactive Java, Scala et tout ce dont je vous parlais avant. Et c'est fait par Microsoft. Voilà, chapeauté. Il y a des grosses boîtes qui utilisent ça en prod, hein, Netflix par exemple, GitHub aussi. Voilà, ils ont aussi l'URX sur leur appli Windows, récemment ils ont fait un très bon retour d'expérience là-dessus. Donc voilà, c'est un truc qui marche bien. Il y a une prochaine version qui va arriver avec encore des trucs de performance et tout qui est sorti là-dessus. Donc voilà, c'est celle où il y a la plus grosse communauté, il y en a des plus petites. Voilà. Et CycleJS en fait c'est juste c'est une librairie on va dire, qui vous permet de faire tout ce truc voilà, de plomberie pour vous. Et CycleJS, dans le cœur du truc, il y a 100 lignes de code. Enfin, donc c'est vraiment rien en fait, hein, c'est juste un concept. Et tout ce qu'on va présenter là, c'est vraiment un concept d'interface. Donc si on veut mettre ça dans une vraie appli JS qui tourne en prod, voilà comment ça va marcher, hein, avec MyScript 2015, youpi. Donc on va importer cycle from cyclecore, et on va lui dire, c'est ce qu'on voit tout en bas, cette petite librairie elle est super simple, l'API elle est très simple, il n'y a qu'une seule méthode, c'est cycle run. Voilà. Et on va lui donner, en fait on va lui dire, bah, toi mon coco, tu vas exécuter telle application, donc la fameuse fonction pour laquelle on développe nous, parce qu'on ne peut pas coder l'utilisateur en vrai. Voilà. Nous on fait l'appli, et on va lui dire, tu fais cette appli, et dedans tu lui mets ce qu'on appelle des drivers, c'est-à-dire c'est toutes les interactions avec le monde extérieur, et justement celle qui est chargée de faire le lien avec l'utilisateur qu'on a vu juste avant, là, la plomberie, c'est un truc qui fait un DOM driver. Donc au lieu de faire un make empty event stream avec un utilisateur, c'est un DOM driver où on lui dit, bah, toi tu vas... en fait, en gros, qu'est-ce qu'on lui dit? On va lui dire, bah, toi tu vas me permettre de joindre le DOM que je t'envoie pour l'afficher dans la page, sur le truc d'ID app, et tous les événements qui se passent dans ce truc d'ID app, tu me les balances à mon super programme. Et donc du coup ici on a notre application qui prend en entrée donc le DOM, enfin les événements issus du DOM, et qui en sortie va balancer la vue, toujours un flux, de DOM, alors, de DOM virtuel. En l'occurrence, ça c'est du virtual DOM. C'est juste sur le concept ça change rien, mais c'est juste une optimisation d'implémentation. Qu'à chaque fois qu'il y a un nouveau DOM qui arrive, au lieu de tout afficher dans la page, on va juste modifier que ce qu'il faut. Là-dessus, du coup, par rapport à ça, c'est là où on peut voir que, en fait, ça, si vous regardez là, React 0.14 dont on parlait tout à l'heure, après 14 versions mineures, ils sont arrivés à ça en fait aussi. D'ailleurs, on fait un truc qui est une fonction. C'est un composant, il y a une fonction, sauf que dans React, la problématique, c'est qu'en entrée, on n'a que le DOM, et en sortie, en entrée, on n'a que les propriétés et les états, et en sortie, on a le DOM virtuel. En fait. Alors qu'avec cette approche-là, c'est juste de dire, en entrée, on a des drivers, donc c'est tout ce qui peut arriver dans mon appli du monde extérieur, et en sortie, moi, je vous balance tout ce que je fais au monde extérieur. Et donc, ça veut dire, et c'est là où on parle de programmation fonctionnelle, c'est qu'on essaye de délimiter exactement tous les effets de bord. Et donc, toutes les interactions avec l'extérieur, elles sont dans ces drivers. En interne, vous avez quelque chose qui, selon les mêmes entrées, va toujours vous renvoyer les mêmes sorties. Et ça, en termes de testabilité, en termes de composabilité, c'est-à-dire, là, on a une application, mais par exemple, on pourrait avoir juste un formulaire qui serait inclus dans une liste de je sais pas quoi, etc. On peut très facilement composer ça. Voilà. Alors que React, mais ils le font juste pour ça, React ne sert vraiment de base que pour gérer les vues, en fait, la partie vue. Alors que là, ça c'est plutôt quelque chose de plus générique. Et donc, il y a des drivers pour Cycle qui permettent de faire du fetch, enfin du HTTP, voilà, de balancer des appels API, de récupérer le résultat, de sortir du React Native également, et d'avoir les événements en entrée, de sortir dans du local storage et de le récupérer dans du local storage, vous pouvez en faire pour tout ce que vous voulez, c'est très simple à coder. En quelques dizaines de lignes de code, vous pouvez vous faire un truc qui est un driver qui vous permet d'envoyer des mails et de savoir si ça a marché ou pas. Voilà. C'est ça la philosophie. Pour cette présentation, on va rester
juste avec le DOM parce que c'est plus facile à illustrer. Mais ce concept-là, vu que c'est asynchrone, qu'il y a une boucle, ça marche avec tout. Donc, si on doit coder notre appli, on va dire la vue, voilà à quoi elle ressemble. Je pars de la fin et on va remonter de comment on le trouve. On dit le truc isomorphique, c'est exactement ça en fait. Le DOM initial, il va être chargé d'après rien, juste on lui balance rien. Il va nous sortir le DOM, on va l'afficher au client qui aura sa première vue et le cycle est entamé et ça c'est l'ordre. Donc voilà une approche de ça. Après il y en a une deuxième qui est de dire ce niveau de complexité, de vouloir faire, je sais, le MVC, le MVI et tout, pour faire un bouton, on n'a pas forcément besoin. Mais le truc qui est sympa, c'est que, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que là on a de la vraie composition, c'est-à-dire qu'on a un vrai composant réutilisable pour le coup. Là, on va dire que notre application c'est un compteur, mais